climatique. Climate change. Cambiamenti climatici. 因为应对气候变化。Cambio climatico. There's no planet B. On n'en entendait pas beaucoup parler avant le Covid, mais depuis on ne saurait y échapper. L'hydrogène reçoit les louanges et la France mise beaucoup dessus. En témoignent les 9 milliards promis à la filière d'ici 2030 par le gouvernement Macron pour décarboner l'industrie et la mobilité lourde. Mais certains voient plus loin. Airbus le veut pour remplacer son kérosène, les défenseurs du 100% énergie renouvelable comme moyen de stockage pour gérer leur intermittence, ou encore les entreprises gazières pour chauffer nos maisons. Parmi toutes ces propositions, on en oublierait presque que pour le moment, on en produit très peu et surtout en émettant beaucoup de CO2. L'hydrogène va nécessiter la production de beaucoup plus d'électricité bas carbone, alors même que le parc nucléaire connaît des déboires et que les énergies renouvelables tardent à décoller. Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi un tel engouement, comment faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui est un mirage, est-ce que les récentes découvertes de sources d'hydrogène dans la nature peuvent changer la donne pour la filière? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroy, ingénieur d'affaires et formateur pour l'IFP Training, l'organisme de formation créé par l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Vous écoutez Échange climatique, hydrogène, miracle ou mirage. Bonjour Ludovic Leroy. Bonjour. Donc je le disais en introduction, vous êtes ingénieur et formateur à l'IFP Training, mais aussi vulgarisateur sur Twitter sous le pseudo Prince Certitude. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'où viennent vos compétences pour vous exprimer sur le sujet de l'hydrogène ? Alors, comme vous l'avez dit, je travaille pour IFP Training. Ça va faire maintenant un peu plus de 12 ans. Et historiquement, en fait, notre activité, donc, c'est de faire de la formation auprès des professionnels du monde de l'oil and gas. Donc, principalement, les producteurs de pétrole, les raffineurs, les chimistes, la pétrochimie. Et dans ce domaine, en fait, il se trouve que l'hydrogène est un gaz en fait qui est très très utilisé en fait. Donc d'ailleurs, ça représente la plus grosse utilisation quand on regarde en fait les volumes qui sont utilisés et produits utilisés concernant l'hydrogène. C'est le raffinage, la chimie, notamment pour la production d'engrais. Comme on intervient auprès de toutes ces activités, on va dire que c'est un gaz qu'on côtoie et qu'on connaît plutôt bien quoi. Donc ce qui m'a donné envie de faire de la vulgarisation, donc oui, ça a commencé sur Twitter effectivement. C'était de voir qu'on entendait beaucoup de choses sur l'hydrogène qui étaient on va dire un peu surprenantes pour des gens qui connaissent un petit peu la chose. C'est vrai que le sujet a un peu explosé depuis le Covid et rentré un peu dans les oreilles de tout le monde, alors que c'était plus ou moins c'était pas secret, mais c'était moins médiatisé quand même il y a quelques années encore. Ce n'est pas seulement par curiosité intellectuelle que je voudrais qu'on fasse un petit cours de physique-chimie, parce que les propriétés de l'hydrogène sont bien particulières et ça a son importance quand on cherche notamment à l'utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ces particularités qui font que c'est un élément chimique un peu spécial? Alors, il y a effectivement le côté élément chimique et puis aussi la molécule en fait, parce que ce qui nous intéresse en fait c'est la molécule. Alors déjà une petite remarque et sur le reste de l'interview je vais parler d'hydrogène. Bien évidemment on parle de dihydrogène, c'est-à-dire le gaz avec 2 atomes d'hydrogène. Parce que c'est vrai que dans le langage courant comme on parle de l'oxygène alors c'est le dioxygène, pour l'hydrogène on fait un peu le même raccourci. Donc quand je dirais hydrogène, ça sera en pensant évidemment à la molécule et pas à l'atome. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup, on lit dans certains articles que c'est l'élément le plus présent en fait sur Terre, dans l'univers. Alors faire attention, oui effectivement, l'atome d'hydrogène, il y en a beaucoup, c'est ce qui constitue pas mal de choses dans l'univers. Par contre, la molécule d'hydrogène sur Terre, elle est déjà beaucoup plus rare. Pourquoi elle est rare? Alors, pourquoi elle est rare? Bonne question. Alors, elle est rare, déjà, c'est un gaz qui est très léger. Donc, dès le moment où il va s'échapper de quelque part,
la première chose qu'il va faire, c'est de monter, voire même monter dans les hautes couches de l'atmosphère et puis même partir dans l'espace en fait. Donc on perd de l'hydrogène, la Terre perd de l'hydrogène qui part dans l'espace de par sa légèreté. Ensuite, c'est un élément qui est très réactif aussi. Donc il va avoir tendance à réagir avec d'autres éléments. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est utilisé en chimie et en raffinage, c'est parce que justement ce caractère réactif nous permet de par exemple retirer le soufre qu'on va trouver dans le gasoil. Ensuite, dans les particularités de l'hydrogène. Alors, quand on parle d'hydrogène, d'ailleurs tout à l'heure tu as parlé d'explosion de l'hydrogène. C'est vraiment l'image un peu d'Épinal qu'on a un peu partout. Dès qu'on parle d'hydrogène, souvent ce qu'on peut qualifier de détracteur de l'hydrogène, vous parlez du dirigeable qui a pris feu, le Zeppelin. Ce qui est pas forcément une bonne image par rapport à la thématique dont on parle aujourd'hui. Mais effectivement, de l'hydrogène quand ça brûle vite et bien, quoi. Voilà. Donc, mais c'est sur une problématique qui a rien à voir avec l'utilisation dont on va parler. Donc, à chaque fois, on parle de cette image, je la trouve pas terrible. Mais oui, effectivement, en termes de vecteur énergétique, l'hydrogène, c'est pas nouveau, c'est intéressant. Dans le spatial, il est très utilisé. Ariane 5 embarque de l'hydrogène, donc sous forme liquide pour son stockage et le transport. Donc il a ça qui est intéressant. Oui, effectivement, c'est un vecteur énergétique. Autre chose qui est très intéressante, qui je pense a beaucoup parlé aux politiques, c'est que dans H2 il y a pas le carbone. Et aujourd'hui, c'est vrai que la chose dont on parle énormément, c'est les émissions de dioxyde de carbone. Le raccourci, on parle de carbone au lieu de dioxyde de carbone. Et effectivement, quand vous brûlez de l'hydrogène, vous n'avez pas de CO2. Quand vous brûlez de l'hydrogène, une combustion, la réaction de combustion, vous produisez de l'eau, quoi. Donc c'est ça qui en fait un élément intéressant. Alors après, la particularité de cet élément, comme je l'ai dit, il est très léger, et le fait qu'il soit très léger, c'est aussi un inconvénient en fait. C'est-à-dire que s'il est très léger, ça veut dire qu'il va occuper des volumes importants, donc il a une densité énergétique volumique qui est très faible. Par contre, massique, vu qu'il est très léger, elle est plutôt très bonne. Mais le volume, ça pose un problème dans pas mal d'applications en fait. Ça, c'est une chose qu'on a du mal un petit peu à percevoir quand peut-être on n'a pas forcément fait des études scientifiques. C'est que on entend à la fois qu'il est 3 fois plus énergétique que le pétrole, mais qui prend X plus de place. Finalement, on sait plus trop si c'est un avantage ou un inconvénient par rapport au pétrole, la taille et la densité, quoi. Dès le moment où on va penser application de type transport, c'est-à-dire que votre source d'énergie, votre vecteur énergétique va falloir le stocker dans un réservoir, ce réservoir vous allez le transporter. Rapidement, on comprend et assez facilement que si ça prend beaucoup de place dans votre moyen de transport, ça va être rapidement un problème. Donc en ce moment, il y a eu le salon du Bourget il y a pas très longtemps, donc on parle énormément des applications, des futurs potentiels d'applications aéronautiques. Pour être passé aussi dans le domaine aéronautique dans ma carrière, il y a même pas besoin d'être passé dans le domaine aéronautique pour pouvoir le dire. Le fait d'avoir des réservoirs qui prennent énormément de place, c'est rapidement un problème, parce que la place qui est occupée, c'est pas des gens que vous transportez. Plus votre volume transporté va être gros, plus il y aura de résistance à l'air. Donc tout de suite, on comprend que c'est un problème. Ensuite, sur le volume, sur d'autres applications que le transport, la simple fonction stockage va devenir forcément compliquée, puisque vous avez besoin de plus de place. Même dans une usine, c'est un niveau de complexité plus important qui est amené, quoi. Il y a aussi un autre aspect dont on parle beaucoup, c'est un petit peu la taille de la molécule qui est particulièrement petite et qui fait que c'est pas aussi simple que du gaz naturel par exemple d'être stocké ou même transporté. Alors effectivement, la molécule d'hydrogène est très petite. Alors on entend beaucoup de raccourcis par contre un peu partout qui dit l'hydrogène ça fuit de partout. Et on imagine des pipelines d'hydrogène qui vont fuir de partout, on imagine des réservoirs qui fuient, on entend parler de fuite en permanence. Alors ça je vais modérer un petit peu. Effectivement, la molécule étant petite, elle
fuit plus facilement qu'une molécule de méthane, hein, CH4, qui va prendre un plus gros volume. Voilà. Par contre, faut pas imaginer des fuites où vous approchez de votre tuyau avec un briquet, ça va prendre feu, exploser, ou quoi que ce soit. On n'en est pas de là. En fait, la molécule d'hydrogène est tellement petite, en fait, qu'elle va migrer en fait dans la structure des matériaux, notamment les métaux. Et le problème, c'est qu'elle va pas passer au travers, c'est surtout qu'elle va modifier les propriétés mécaniques de l'acier, en le fragilisant. Et donc là, effectivement, oui, c'est problématique, parce que vous allez vous retrouver avec des installations de type tuyaux, pipeline, réservoirs, des capacités, qui peuvent se rompre du fait de cette fragilisation, parce que la plupart du temps, ça va être sous pression, quoi. Donc là, effectivement, c'est un problème. À chaque fois que je donne cet exemple, c'est que aujourd'hui vous avez des centaines, voire des milliers de kilomètres de tuyauterie d'hydrogène pur qui existent. Que ce soit dans les raffineries, où là vous allez avoir l'hydrogène qui va être transporté à 50, 60, 80 bars, voire même plus, hein, dans des tuyaux. Et ça pose pas de problème, on n'a pas des explosions tous les 4 matins, bien heureusement, dans les raffineries. Vous avez un réseau d'hydrogène qui existe entre la France, la Belgique et les Pays-Bas, donc avec des usines de production. Donc il appartient à Air Liquide, hein, ce réseau, des usines de production d'hydrogène, et qui vont alimenter des aciéries, des sites pétrochimiques. Et ça existe depuis très longtemps. Il y a pas longtemps sur Twitter, ceux qui me suivent savent que je fais du VTT, et donc des fois je m'amuse à faire du VTT dans un contexte, dans des lieux un peu industriels, et j'avais pris en photo une borne qui marque le passage d'un pipeline hydrogène, et dessus, ce qui était rigolo, c'est que le numéro de téléphone, il était à 6 chiffres. Donc voilà, tout ça pour dire, vous voyez, en fait, depuis très très longtemps, en fait, des dizaines d'années, il y a des tuyaux d'hydrogène, et ça explose pas tous les 4 matins. Donc voilà, donc c'est petit, effectivement, c'est plus compliqué de le maintenir dans un volume, mais c'est pas impossible. Donc il y a des aciers qui sont dédiés en fait à ce type d'application. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on entend beaucoup cette image un peu simplificatrice de voilà, ça fuit, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. On peut faire, mais c'est pas avec les mêmes aciers qu'on va utiliser pour le gaz naturel. Oui, même à Paris, je crois que jusque dans les années 70, on s'en servait pour chauffer les bâtiments. Alors, c'était pas 100% de l'hydrogène, c'était, je crois, 50%, mais... Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le gaz de ville. Si on y arrivait, bon, on peut le refaire. Donc, juste, je reviens un petit peu sur les usages avant de parler peut-être des moyens de production. Donc, si on devait retenir rapidement quels étaient les usages majoritaires aujourd'hui de l'hydrogène, ce serait en tant que réactif, c'est ça, ou en tant que matière première ? C'est à la fois c'est du réactif, donc c'est aussi une matière première, puisqu'après la réaction, on a le produit qui nous intéresse. Grossièrement, je crois que c'est 80% de la production d'hydrogène aujourd'hui est utilisée aux fins de raffinage, donc de raffinage de produits pétroliers. De production, donc la synthèse de l'ammoniac, donc qui va servir principalement pour la production d'engrais, et la production de nitrate d'ammonium qui sert de base pour la fabrication d'explosifs civils et militaires. Mais le gros des volumes, ça reste le raffinage. Alors aujourd'hui, l'hydrogène dans le raffinage, donc je parle de raffinage de produits pétroliers, raffinage du pétrole. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de volume sur ce qu'on appelle le bioraffinage, où là également on a besoin d'hydrogène. Donc ça, je vais revenir un petit peu après, si tu veux. Pour le raffinage, alors l'hydrogène, historiquement, en fait, en raffinant du pétrole, on produisait de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on l'usine, donc la raffinerie, elle était productrice nette d'hydrogène, qui était principalement brûlée dans les fours qui servent à chauffer le procédé. Donc c'était de l'hydrogène fatal. Avec l'évolution des procédés de raffinage, en lien avec l'évolution des réglementations sur les carburants, notamment je pense à la teneur en soufre. Donc on parle principalement du gasoil, mais également les carburants application maritime. Pour retirer le soufre de ces produits, on va utiliser l'hydrogène en tant que réactif. Et ensuite, toutes les unités de raffinerie où on va modifier les molécules, donc pour les spécialistes, dès que vous parlez de réformage catalytique, ce genre de choses, donc qui rentrent principalement dans la production des essences,
sur certains de ces procédés, on va casser des liaisons, retirer de l'hydrogène, et donc on va produire cet hydrogène, et cet hydrogène qui est produit, il va servir pour la désulfuration et tout. Donc si vous prenez une raffinerie aujourd'hui, il y a de l'hydrogène fatal, mais le fait qu'on ait besoin de retirer le soufre, on a besoin de plus d'hydrogène qu'il en fallait historiquement, donc on a des unités qui sont dédiées à la production d'hydrogène. Donc assez fréquemment, c'est même une unité extérieure à la raffinerie. C'est pas le pétrolier qui va produire l'hydrogène. Vous avez, par exemple, des sociétés comme Air Liquide. Je vais citer que la française par patriotisme industriel, on va dire, mais il y en a d'autres également. Mais vous prenez Air Liquide, en fait, ils ont des unités et par un réseau de pipe local, ils vont alimenter en hydrogène les différentes usines qu'il peut y avoir autour. Parce qu'en général, les usines se retrouvent au même endroit, sur des pôles, parce qu'elles ont besoin d'un port, elles ont besoin de voies ferroviaires et tout ça. Et donc aujourd'hui, on va produire cet hydrogène, et donc cet hydrogène principalement il est produit par le réformage du méthane. Donc c'est intéressant en fait, c'est complètement différent de ce qu'on entend parler, c'est-à-dire on en parle déjà on parle d'un hydrogène décarboné, donc réformage c'est pas le cas puisque c'est fait à partir de méthane, ça relâche le CO2, mais aussi dans les usages on pense pas du tout à l'avion, enfin on pense principalement à l'avion à hydrogène alors qu'en fait on voit que c'est pour raffiner du pétrole, donc on voit qu'on est encore loin des usages qu'on voudrait faire avec l'hydrogène, et déjà la première étape peut-être ce serait de le produire de manière décarbonée. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. On va peut-être pas tous les balayer. On parle notamment de photocatalyseurs, etc. Peut-être parler de ce qui a le plus de potentiel. Est-ce que déjà c'est possible de rendre propre, rendre plus vert la production qu'on fait aujourd'hui avec ce reformage? Alors déjà, si on se base sur le réformage, donc c'est plus à la mode maintenant, mais avant on parlait d'hydrogène un peu toutes les couleurs. Il y avait le gris, donc celui où on fait du réformage et on ne capte pas le CO2. Il y a le bleu où là on va capter le CO2. Donc on entend, il y a pas mal de projets où on parle de captage CO2. Bon, ça, le captage CO2, beaucoup en parlent comme une brique technologique acquise. Je serais un peu plus prudent là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, sur les multiples gros projets de capture CO2 qu'il y a, disons que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, mais y compris au Moyen-Orient, où on s'axe là-dessus, c'est-à-dire il y a eu des investissements qui ont été faits, des gros investissements qui ont été faits pour la production de gaz, on les garde et puis on rajoute une petite brique capture du CO2, qui reste encore aujourd'hui à démontrer. Autant d'un point de vue économique que technologique, je dirais. Parce que pour capter le CO2, pour l'enfouir ou le réutiliser, ça demande de l'énergie aussi. Si votre énergie n'est pas décarbonée, finalement, vous émettez aussi du carbone pour capturer votre carbone. Est-ce que le bilan est celui qui est escompté aujourd'hui? Manifestement, c'est pas le cas. J'ajouterais aussi l'enjeu social, parce que peut-être c'est pas le cas au Moyen-Orient, mais en France, il faut trouver aussi un endroit où stocker après ce carbone capté. Et ça, c'est un autre enjeu, mais bon. Donc peut-être que c'est pas le plus prometteur. On parle par contre de l'électrolyse de l'eau, donc avec une électricité décarbonée, ça peut le faire. La question qu'on se pose quand même, c'est est-ce qu'il faut rajouter ça déjà avec des énergies renouvelables ou nucléaires? Quel est peut-être le plus avantageux économiquement? Hydrogène qu'on dit vert. Ça va dépendre, comme tu le disais, de l'origine de l'électricité qui va alimenter ce fameux électrolyseur. Alors en France, oui, notre électricité est plutôt très décarbonée grâce au nucléaire en grande partie. Ça sera pas de l'hydrogène qu'on peut dire issu de l'éolien ou du solaire. Il va falloir produire la nuit aussi. Et ça, c'est un paramètre important parce que l'électrolyseur, comme tout procédé industriel et d'autant plus procédé chimique, ça aime bien la stabilité. Les variations de charge et tout, c'est pas terrible pour les systèmes. On en a entendu parler aussi pour les centrales nucléaires et potentiellement ça nous pose quelques problèmes aujourd'hui. La stabilité de charge, c'est un paramètre qui est important pour la fiabilité. Donc donc cet électrolyseur, il va être connecté au réseau national. Après, avec les contrats d'origine et tout ça, on peut dire que voilà, c'est l'électricité verte et tout ça. Bon, dans les faits, les électrons, c'est des électrons. Il y a une centrale thermique à côté. C'est ce qui fait bouger les électrons. C'est tous les moyens qu'il y a sur le réseau. Donc après, si on compare
produire cet hydrogène comme ça et produire cet hydrogène par reformage des essences, bah c'est sans commune mesure d'un point de vue bilan écologique, quoi. Donc dans un sens, ça va dans le bon sens, quoi. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il faut une centrale nucléaire dédiée à la production d'hydrogène? Ah, alors là, ça serait un peu présomptueux de ma part de dire il faut ci, il faut ça. Oui, vu de ma fenêtre on va dire de quelqu'un gravitant dans l'industrie, avoir du nucléaire, donc quelque chose qui est très bas carbone, qui permet d'avoir une continuité de service, c'est ce qui me semble, du point de vue industriel en tout cas, le plus intelligent, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de faire augmenter les prix d'électricité en fait pour tout le monde, en tirant sur un réseau qui est déjà bien tendu? Alors j'ai pas les chiffres pour la France, mais pour l'Europe, le but c'est de faire 550 TWh d'hydrogène en 2030. Donc en fait, ça représenterait l'équivalent de la production électrique française, juste pour faire de l'hydrogène. L'enfer est un peu pavé de bonnes intentions. Est-ce qu'en voulant décarboner, on risquerait pas d'avoir cet effet de bord où l'électricité deviendrait trop chère? C'est comme toute problématique offre-demande. Effectivement, si on fait exploser la demande et que l'offre ne suit pas, forcément ça va se ressentir sur les prix. Et ça c'est quasi mécanique. C'est ce qui me fait dire aussi que je vais reprendre le mot même si j'aime pas l'utiliser quand on parle d'hydrogène, mais si l'explosion en fait de la production d'hydrogène, elle risque d'avoir un frein énorme qui va être la disponibilité de l'électricité. Et effectivement, et en plus on n'est pas complètement sorti encore d'une période où la disponibilité de nos moyens de production n'a pas été top, hein. Le facteur de charge de nos centrales nucléaires, on l'a vu, comparé à d'autres gros acteurs du nucléaire, il est pas bon. Alors effectivement, là on entend énormément de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, ce que je dis le domaine-là, c'est la transition énergétique, on communique beaucoup, très fort et très tôt. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce qu'il faut attirer l'attention, il faut attirer les investissements. Et malheureusement, quand on gratte un petit peu, oui, il y a la réalité qui fait que oui, très bien, mais il nous faudra beaucoup d'électricité. Donc si on l'a pas, je pense pas qu'on va faire rentrer en compétition. Enfin, on n'aura pas d'investissement dans les moyens de production hydrogène si on sait qu'on va avoir du mal à les alimenter. Il y a peut-être pas forcément besoin de produire avec de l'électricité de l'hydrogène dans le futur. On a entendu récemment beaucoup de bruit autour de l'hydrogène blanc ou de l'hydrogène natif. Ce bruit qu'on a entendu, est-ce qu'il est à la hauteur du potentiel de cet hydrogène blanc, ou alors les médias sont peut-être un petit peu enflammés? Alors, quand j'ai entendu parler d'hydrogène blanc, la première chose que j'ai faite, c'est d'interroger en fait mes collègues qui sont dans le domaine du forage et des géosciences. Et disons que eux sont moins enflammés en fait que les médias. Oui, on a potentiellement, et même en France, on a a priori potentiellement un bon potentiel sur l'hydrogène natif. Alors je ne suis pas foreur, je ne suis pas géologue, mais discussion avec mes collègues, ils me disaient c'est pas acquis, la production c'est pas si simple que ça en fait. Donc sur la dynamique du réservoir, le forage, bon ça reste la même chose, mais sur la gestion du réservoir et tout, c'est des choses à regarder, c'est des choses à développer. Donc effectivement on a entendu beaucoup de bruit avec déjà des mots comme miracle. Bon c'est encore tôt pour en juger. C'est intéressant. C'est clairement intéressant, mais on peut pas le considérer comme quelque chose d'acquis en fait. D'autant plus qu'on pourrait peut-être un peu accélérer le processus de création naturelle ou le pousser un peu en rajoutant je crois que c'est du CO2 dans le puits, et c'est ce qu'ils appellent l'hydrogène orange. Je sais pas si ça c'est aussi prometteur ou... En fait oui, c'est que en fait on peut se retrouver dans des formations géologiques où le fait d'injecter de l'eau l'eau va réagir avec certaines roches, des minerais composés qui sont compris à l'intérieur et qui vont produire de l'hydrogène. Mais encore ça c'est voilà, on a des, on va dire des simulations, on a des théories et puis on a aussi des observations, hein. Il y a un site au Mali où ils produisent de l'hydrogène blanc et ils alimentent des petits groupes électrogènes avec.
Au départ, c'était un forage pour de l'eau, donc c'est pas très profond, hein, c'est quelques centaines de mètres, je crois. Et ils ont trouvé de l'hydrogène et ils ont mis, en fait, je crois que ça tourne sur des moteurs à piston, en fait, et ils font tourner des mais bon, c'est faible puissance, c'est quelques mégawatts. Donc il y a un potentiel, mais ce potentiel, il reste à explorer. Moi, il y a peut-être le premier frein que j'y vois, en fait. Déjà, il est pas technique, mais c'est dans l'acceptation. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il va être facile en France de venir mettre des rigs de forage, en fait. Donc le rig, c'est la grosse perceuse, en fait, c'est l'outil. Souvent, on appelle ça, communément, les gens pensent que c'est un puits de pétrole, mais la grande structure, le derrick, voilà, c'est un outil de forage, c'est une perceuse. Une fois que c'est foré, après, un puits de pétrole, c'est quelques tuyaux qui sortent, en fait. C'est pas grand chose, quoi. Et j'imagine que venir mettre des outils de forage et tout, il va y avoir quelques réticences. D'autant plus que quand on parle de gisement d'hydrogène, c'est absolument pas de l'hydrogène pur. Et quand je dis c'est pas l'hydrogène pur, c'est pas non plus de l'hydrogène à 90%, ni à 80%. La plupart du temps, ça va être des compositions à 30-40%, en fait. Et dans le reste, on va trouver d'autres gaz, hein. On va trouver certainement de l'H2S, du sulfure d'hydrogène, donc qui est pas terrible. On va trouver du CO2. On va trouver du méthane aussi, donc ça veut dire que derrière il y a de la séparation à faire, donc une petite usine, voilà. Donc c'est pas parce que bon, la manière dont c'est présenté, c'est hop là, on a fait un trou, on a de l'hydrogène, c'est génial, il y a plus qu'à mettre une bouteille et puis voilà. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Donc à moyen terme, un moyen de production qui vous paraît le plus crédible, avec le meilleur bilan carbone, ça reste électrolyse couplée à un réacteur nucléaire. Alors l'électrolyse, alimentée en électricité décarbonée, après votre mix décarboné, bah oui, le gros de la cavalerie, ce qui nous permet de produire des quantités d'électricité assez importantes aujourd'hui, c'est le nucléaire, et de manière continue. J'insiste sur de manière continue. Et donc oui, l'électrolyse. Et puis après, si je me réfère tout simplement à ma vie de tous les jours, dans la formation, je vois les demandes qui sont faites aujourd'hui en matière de formation. On parle beaucoup d'électrolyse, tout à fait. Et je vous cache pas aussi que compte tenu de notre portefeuille client, qui sont des oil and gas historiques, l'hydrogène bleu, donc avec capture CO2, ça fait partie également des sujets, des gros investissements qu'on voit. En fait, il y a une expression que j'aime bien utiliser. Je trouve qu'on est dans une période darwinienne, en fait, pour l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, et ce qui m'a poussé sur Twitter, par exemple, à vouloir absolument faire de la vulgarisation sur l'hydrogène, c'est que j'entendais vraiment n'importe quoi sur l'hydrogène. Et avec des gens qui tout de suite me classaient comme anti-hydrogène, ce qui a aucun sens. Je suis pas anti ou pro une molécule, enfin ça veut strictement rien dire. Je rappelais juste en fait des choses qu'on connaissait depuis très longtemps, en fait, le caractère compliqué du transport, de la compression, de la dangerosité, et parce que il y a quelques années, 2 ans en arrière, on présentait l'hydrogène comme un gaz super sympa, et moi ce qui m'avait choqué, c'est que j'entendais des maires de petites villes dire on va avoir un électrolyseur, on va faire le plein de nos vélos électriques avec des piles à combustible embarquées, ça va être génial, ça va être super. Et à côté, moi j'étais en contact quasi quotidien avec des raffineurs qui ont le projet d'installer un électrolyseur et qui eux disaient oh là là, on va avoir de l'hydrogène à 200 bars, c'est plus la même histoire. Et des gens inquiets de ça. Et là, ça faisait vraiment un trop gros contraste. Et je me disais, mais en fait, je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience en fait de ce qu'est l'hydrogène, quoi. Puis en plus, c'est pas nouveau. Hein, la hype pour l'hydrogène, si vous regardez, il y a déjà Georges Bush-père qui avait tout un programme voiture à hydrogène et tout ça, quoi. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en fait. Et là, on fait semblant de tout redécouvrir. Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé. Sur cette volonté de vulgariser, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé en omettant beaucoup de choses, voilà, sur l'hydrogène. Donc une fois qu'on l'a produit, il faut encore le transporter et le stocker. Et c'est là que on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça reste un challenge quand même. Est-ce qu'on pourrait se pencher un petit peu peut-être sur ces méthodes de stockage qui sont un petit peu particulières, qui sont un peu inhérentes à la molécule, qu'on retrouve pas forcément avec les autres gaz? Mais en fait, c'est directement lié aux paramètres, au fait que petite molécule légère, donc des volumes importants.
Et donc du coup, si vous voulez concentrer de l'énergie en un petit volume, il va falloir beaucoup le comprimer. Donc en fait, c'est juste vraiment plus le volume que sa particularité à rentrer dans les matériaux. Le problème. Ça, on sait le faire. Okay. Voilà, s'il faut, on sait le faire. Là où il y a une petite confusion, c'est que là-dessus aussi j'avais beaucoup réagi, c'est qu'on avait beaucoup entendu parler d'utiliser les moyens existants, donc le réseau gaz naturel, pour transporter de l'hydrogène. Et là j'avais dit oula non, c'est pas le bon métal, c'est pas la bonne matière. Mais par contre, si on construit un réseau dédié à l'hydrogène, on va choisir la bonne. On sait le faire, il y en a partout, dans toutes les usines. Donc effectivement, la problématique transport et stockage, ça va être lié à ce caractère très léger. Donc du coup, si vous voulez mettre beaucoup d'énergie dans un faible volume, il va falloir beaucoup le comprimer en fait, pour mettre beaucoup de molécules par centimètre cube, quoi. Et donc ça veut dire travailler à des pressions très élevées. Donc le standard de stockage pour les applications mobilité dont on entend parler, c'est 250, 700 bars, et puis même je crois qu'ils sont en train de travailler sur des réservoirs à 900 bars. 700 bars, 900 bars, c'est des pressions qui sont colossales, y compris pour des gens qui ont l'habitude de travailler avec des gaz à haute pression. C'est des pressions qui sont colossales. Pour reprendre l'actualité, on a tous entendu parler là du petit sous-marin qui descendait voir le Titanic, hein, le Titan là, et qui a été broyé. Voilà, à la profondeur du Titanic, la pression elle est de l'ordre de 350-400 bars. Enfin là où était le sous-marin, c'est 350-400 bars. Là, on est en train de parler de réservoirs à 700 bars. Voilà, donc c'est des pressions qui sont colossales. Et du coup, ces 700 bars, les imaginer dans des petits réservoirs un peu partout, tout de suite, on se dit bon bah c'est quand même un problème. Ensuite, ces réservoirs, il faut qu'ils tiennent dans le temps. Hein. Quelle que soit la matière qui les constitue, bah, il faut vérifier. C'est ce qui se passe dans une usine. Dans une usine, toutes les X années, on va faire des épreuves et vérifier que toutes ces capacités sous pression, en fait, elles tiennent toujours cette pression pour éviter l'accident. Mais si je me fais l'avocat du diable, ça existe les voitures à hydrogène. Tout à fait. Les voitures hydrogène existent. Vous avez une flotte captive sur Paris, donc de taxis. C'est peut-être cher, simplement. À opérer, quoi. Aujourd'hui déjà l'hydrogène qui vient remplir les réservoirs, il est pas décarboné parce qu'il est produit par vaporéformage. Ensuite oui, ça existe mais pas à suffisamment grande échelle pour qu'on soit vraiment posé toutes les bonnes questions. Moi j'aime bien faire le parallèle à une époque, il y a eu la mode des voitures au GPL. Et tu vas certainement en entendre parler. Il y avait toute une problématique sur l'accès au parking souterrain. Là, on va avoir la même problématique en fait. Parce que juste peut-être pour les gens, en gros, si ça explose à l'air libre, c'est pas très grave, ça brûle assez rapidement. Par contre, en souterrain, ça peut. Alors, si ça brûle à l'air libre, c'est pas très grave. Si ça explose, c'est forcément grave. Ouais. Voilà, parce que bon, tu vas avoir des projections et le truc c'est que l'hydrogène quand ça brûle en fait ça a une vitesse de front de flamme qui est très élevée et donc du coup ça va créer des surpressions assez importantes et les vitres tout autour et voilà. Donc il y a ça et il y a le caractère léger donc dans un espace fermé en fait ton hydrogène peut aller s'accumuler sous le toit et aussi il y a une autre problématique c'est que l'énergie d'activation, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour que ça s'enflamme, elle est très très faible, c'est-à-dire qu'une étincelle liée à l'électricité statique sur un pulse, un vêtement synthétique, c'est suffisant pour enflammer l'hydrogène. Donc c'est pas voilà, c'est pas anodin. Donc effectivement, oui, ça existe, oui, on est capable de faire des réservoirs qui tiennent 700 bars, il y a aucun souci. Mais là, on est sur des flottes captives, on n'est pas sur le véhicule de Monsieur Tout le Monde. On imagine un incendie de voiture avec un réservoir d'hydrogène. Alors, il y aura des systèmes de soupapes de sécurité qui vont libérer l'hydrogène, ça va quand même te générer une flamme. Voilà. Donc c'est pas. De toute façon, pourquoi aujourd'hui on est tellement marié aux produits pétroliers, c'est que ça a un énorme avantage, c'est que ça se stocke et se transporte super facilement parce que c'est liquide, parce que ça s'enflamme pas comme ça. Du gasoil, tu peux pas l'enflammer avec une allumette, donc ça a quand même un caractère très très pratique. Ouais.
Et puis il y a une autre solution, c'est de le refroidir à moins 253 degrés pour en faire de l'hydrogène liquide. Donc tout à l'heure tu évoquais la fusée Ariane, mais nous enfin certains voudraient bien le mettre je sais pas, dans des camions, dans des bateaux. Voilà, est-ce que il y a un avenir pour ce genre de moyens de transport, pour les usages en tout cas qu'on voudrait en faire? Alors, effectivement, on peut le liquéfier, moins 253 degrés. Alors déjà, première remarque, pour descendre à moins 253 degrés ton hydrogène, ça va pas être gratuit d'un point de vue énergétique. C'est même très coûteux. C'est plus de... j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est largement plus de 10% de l'énergie contenue dans ton volume d'hydrogène qui va être nécessaire pour le liquéfier. Ensuite, une fois que tu as liquéfié, il faut qu'il reste liquide. Et donc pour le transport, grosso modo, c'est comme pour le méthane, le GNL en fait. On les transporte dans des bouteilles thermos géantes, tout simplement. C'est uniquement ça. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de réduire au maximum les échanges thermiques qui vont faire que ça va se réchauffer. Et réduire au maximum, c'est pas réduire à zéro. Donc il y aura toujours des échanges thermiques. Donc du coup, ça veut dire que dès le moment où tu vas stocker ton hydrogène, il va se réchauffer et donc il va se vaporiser. Donc si ton réservoir, imagine un truc fermé, tu le laisses s'évaporer, t'as du gaz, ça va monter en pression. Et il suffit de regarder la courbe de tension de vapeur de l'hydrogène et on voit que ça monte très très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut garder une pression quasi atmosphérique, on va laisser l'hydrogène s'échapper. Donc soit on le laisse échapper, soit on le reliquéfie, mais ça demande de l'énergie aussi, et voilà. Et grosso modo, stockage d'hydrogène liquide, ça existe, on livre de l'hydrogène liquide dans certaines usines, on les stocke, il y a un stock tampon, et en gros, on est obligé d'en perdre 1% par jour pour maintenir une pression acceptable. Donc ça veut dire que oui, on entend des projets, on va aller faire de l'hydrogène liquide en Australie ou en Namibie pour venir l'importer chez nos amis allemands ou belges qui semblent vouloir s'orienter vers ça pour s'alimenter en hydrogène. 40 jours, 40%. Okay. Donc ça veut dire que on a quasiment la moitié du chargement qui va disparaître. Alors on va rajouter ce qu'on appelle des cycles Brighton et tout pour liquéfier, mais c'est pas gratuit en énergie. Ou alors on peut se servir de cycle hydrogène, c'est ce qu'il fait aussi pour le gaz naturel, pour alimenter les moteurs du bateau. Mais dans tous les cas, le volume commercial transporté il va diminuer. Et donc ça a forcément un coût aussi. Et puis après, il y a une troisième technique mise en avant, c'est absorber l'hydrogène dans d'autres matériaux. Alors ça, je trouve ça particulièrement curieux. C'est particulièrement curieux, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, donc c'est les hydrures, donc on va produire en fait des espèces de galettes. Ça se présente souvent comme ça, et quand l'hydrogène a une certaine pression, il va avoir tendance, comme la problématique dans l'acier, en fait, il va migrer à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il il va migrer à l'intérieur, donc il va se retrouver stocké entre guillemets entre des atomes de ce qui compose l'hydrure métallique, et quand on va le chauffer, en fait, il va relarguer. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que là, vous vous retrouvez avec une masse, on va dire, un matériau qui a de l'hydrogène à l'intérieur, mais on n'est plus sur un réservoir sous pression, on n'est pas avec quelque chose liquéfié avec des échanges thermiques qui vont poser problème. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Problématique, c'est que la masse du système de stockage par rapport à la quantité, la masse d'hydrogène qui va être stocké, on a un ratio de 6 à peu près, je crois. Donc 1 kg d'hydrogène, 6 kg d'hydrure. Donc sur les applications de mobilité, on comprend tout de suite qu'il y a un petit souci. Ensuite, il faut le chauffer. Donc il faut de l'énergie pour chauffer, pour relarguer l'hydrogène. Et la vitesse, le débit à laquelle vous allez relarguer, il est pas forcément très élevé. D'accord. Voilà. Donc les hydrures, on peut trouver, je crois qu'il y a des débuts d'application sur de la mobilité légère. Okay. C'est assez intéressant parce que en cas d'accident, vous n'avez pas un réservoir sous pression, vous avez pas, donc ça peut être intéressant. Par contre, ça va être très limité en termes de puissance disponible, je pense. Mais on parle pas aussi pour transporter donc du coup l'hydrogène dans l'ammoniac. Alors, c'est pas qu'il va être transporté dans l'ammoniac, c'est qu'on va à partir de l'hydrogène, en le combinant à l'azote qu'on va récupérer dans l'air, on va produire de l'ammoniac. Voilà. Donc, de manière abusive, on dit transporter ou stocker l'hydrogène sous forme ammoniac ou mélanger ammoniac. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'on fait une molécule d'ammoniac, quoi. Ok. Après, on l'utilise pour les
pour les engrais, pour les choses comme ça. Alors, soit on peut l'utiliser comme ça pour les engrais, soit derrière on peut le retransformer pour en tirer l'hydrogène. Mais alors bon, ça veut dire qu'il y a chaque réaction chimique a des rendements. Quand on multiplie tous les rendements, à la fin, on se retrouve avec des choses pas terribles. Et d'ailleurs, c'est un peu le truc qu'on n'aime pas trop regarder, c'est si on regarde les rendements de la chaîne de valeur de toutes ces utilisations ou de tout transport ou de stockage d'hydrogène, on est vraiment très très bas. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'autant plus d'électricité au départ. Donc c'est pas forcément pertinent pour tous les usages. Si vous pouvez tirer un câble électrique, ça sera toujours plus simple que de transporter l'hydrogène sous forme ammoniac remis sous forme hydrogène pour refaire de l'électricité derrière. Ça on oublie. Surtout qu'à la base c'était l'électricité. Oui, tout à fait. Mais non, mais l'idée en fait qui est derrière ça, ça vient surtout de certains de nos voisins européens qui ont décidé d'importer de l'hydrogène de pays qui auraient des forts gisements en énergie renouvelable, éolien et solaire. Et ça implique des transports longs. Et donc du coup, pour transporter sur de longues distances, on a vu que l'hydrogène liquide c'était bof. Donc on va en faire de l'ammoniac. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de projets. Alors c'est des projets, y compris certains où nous sommes déjà impliqués. IFP Training très en amont, parce que la formation c'est toujours en amont des projets. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui me donne une petite vision un peu globale de la chose. Et notamment en Mauritanie. Donc on parle. Alors ça peut paraître un peu surprenant parce que quand on voit les endroits où on veut installer c'est du désert où il y a rien quoi, et on parle de mettre des sites là ça ressemble à des gros sites chimiques en fait pour produire de l'ammoniac quoi. Mais donc on a vu que comme tu disais que le liquide ça avait des problèmes, l'ammoniac ça a des problèmes de rendement. Alors ils ont tous des problèmes de rendement, mais celui-là encore plus. Comprimé à très haute pression, c'est pas non plus quelque chose de trivial. Finalement, est-ce qu'il y a une technique qui est plus intéressante que les autres qui va finir par dominer le marché? Est-ce que c'est situationnel ou juste est-ce qu'il faut arrêter de transporter de l'hydrogène sur de longues distances? Alors, là, je vais répondre de manière, c'est mon avis personnel, donc j'ai pas la science infuse. Compte tenu de tout ce que je sais sur l'hydrogène, l'idéal c'est de pas le transporter sur les moins longues distances et le stocker le moins longtemps possible. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que techniquement c'était forcément complexe. Donc ça voudrait dire que l'idéal c'est de produire l'hydrogène là où il y en a besoin. Ok. Juste, ça m'a fait tiquer le stocker le moins longtemps possible parce que je regardais une conférence du CEA sur les moyens de stockage et qu'ils avaient mis l'hydrogène comme moyen de stockage intersaisonnalité, entre les saisons. Ça reste à prouver aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on regarde alors stockage d'hydrogène. Déjà, j'ai une remarque que j'aime bien faire, c'est aller dans une raffinerie qui est le plus gros utilisateur d'hydrogène aujourd'hui. Où sont les stocks d'hydrogène ? Mais il y en a pas. Il y en a pas. C'est-à-dire que l'unité de production d'hydrogène s'arrête. Derrière, tous les procédés qui l'utilisent vont rapidement s'arrêter. Donc, ça pourrait être très pratique d'avoir un stock pour l'exploitation de l'usine. Mais il y en a pas. Alors s'il y en a pas, on peut se dire c'est que ça doit être un petit peu compliqué. Alors, il existe dans le monde des sites de stockage d'hydrogène je parle de gros volume, pas la petite bonbonne, mais de gros volume, donc industriel. Je crois que il y en a un au Texas qui est opéré par Air Liquide. Je crois qu'il y en a un au Royaume-Uni. Ce sont des stockages tampons en fait pour des sites pétroliers, pétrochimiques. C'est-à-dire qu'il y a une unité de production d'hydrogène et dans cette cavité, dans une cavité saline, on vient y mettre de l'hydrogène, mais qui va y stationner assez peu de temps en fait. Juste une petite précision pour les auditeurs qui savent pas, parce que moi je savais pas non plus. Quand on parle de stockage de gaz, par exemple de gaz de méthane pour passer l'hiver, etc., qu'on recharge l'été, là on en parle. Ou alors quand on parle de stockage d'hydrogène long terme, on parle de stocker sous la terre. Pas du tout dans un réservoir conçu par les humains. Enfin, si, de fait, si, mais pas du tout dans des métaux ou quoi que ce soit dans la terre. Ouais. Alors en fait, oui, effectivement, ce qu'on appelle les stockages géologiques, en tout cas pour l'hydrogène, il y en a un principal dont on entend beaucoup parler, c'est la cavité saline. Donc c'est une technique qui est déjà utilisée pour stocker du pétrole brut, qui est déjà utilisée pour stocker des GPL. Notamment vers chez moi, vous avez Manosque, vous avez Martigues en fait. Donc faut imaginer que sous terre, vous avez des espèces de poches qui sont formées de sel, et on va forer, injecter de l'eau, dissoudre le sel, on remonte ce qu'on appelle de la saumure.
c'est super parce que dedans vous avez du sodium et du chlorure, et donc on s'en sert pour la chimie du chlore en fait. C'est comme ça qu'on se source au niveau chlore pour faire les PVC, pour faire plein de choses. Et après, quand vous avez retiré ce sel, il y a une cavité, et donc cette cavité, vous pouvez vous en servir en fait pour stocker un gaz ou du pétrole ou d'autres produits. Et donc l'intérêt c'est quoi? C'est sous terre, donc c'est aussi un intérêt stratégique en cas de conflit et tout. Vous avez tout qui est sous terre, donc c'est assez protégé. C'est pas visible, donc ça gâche pas le paysage. Hein. Vous avez juste des tuyaux qui sortent de sous terre, comme des têtes de puits. Hein, c'est exactement la même chose. Et pourquoi on y pense pour l'hydrogène? Tout simplement, ces cavités salines, c'est relativement étanche. Tout ça. Problématique de l'hydrogène, c'est comme on a dit, c'est très réactif. Et c'est réactif avec pas mal de choses, et les bactéries par exemple adorent l'hydrogène et vont se délecter de l'hydrogène, ils vont le consommer et vont relâcher de l'H2S, donc du sulfure d'hydrogène, gaz neurotoxique qu'on connaît bien dans le raffinage, le fameux gaz qui a l'odeur d'œuf pourri et qui a fait quelques morts dans l'industrie pétrolière. Et pas que pétrolière d'ailleurs, dans les égouts aussi. Voilà. Et donc là où c'est compliqué, c'est dire que chacune des cavités salines va devoir être caractérisée, c'est qu'il faut la tester et voir un peu ce qui se passe, parce qu'en fait c'est un truc que j'ai appris, bon, c'est pas ma spécialité, mais que j'ai appris en bouquinant un peu là-dessus, c'est que chaque cavité saline va avoir en fait un espèce de microclimat à l'intérieur, il va pleuvoir à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent en fait à l'intérieur, et en fonction de la flore bactérienne, en fonction de ce qui a été déjà contenu avant dans cette cavité, le stockage d'hydrogène est possible ou problématique en fait. D'accord. Ensuite, il y a un autre moyen de stockage qui est utilisé pour le gaz naturel également et qu'on pressent pour l'hydrogène, mais de manière un peu moins communiquée, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le stockage en aquifère. Donc l'aquifère, faut imaginer, vous avez une roche ou du sable sous terre. Rempli d'eau, et en fait on va pousser l'eau en mettant du gaz. Donc aujourd'hui principalement c'est le gaz naturel, et on va pousser cette eau, et là vous pouvez stocker énormément de gaz. Aujourd'hui les capacités de stockage de gaz naturel en France sont très majoritairement constituées de stockage en aquifère. C'est les plus gros volumes. Okay. Donc on a beaucoup entendu dire que le stockage en aquifère n'était pas possible pour l'hydrogène. Il y a des acteurs du stockage. En fait, en France, il y en a deux. Hein, donc, bon, je vais pas les nommer, mais il y en a un qui dit, en fait, si on peut, on a fait des simulations, on a fait, a priori, on peut. Voilà. Et l'autre dit, il peut pas parce que tout simplement, il a déjà stocké autre chose par le passé. Et si on y mettait de l'hydrogène maintenant, en fait, il y aurait des réactions chimiques qui font que ça poserait problème. Okay. Voilà. Donc le stockage et après ensuite il existe également le stockage en gisement déplété, c'est-à-dire un gisement de gaz naturel qu'on a épuisé, et puis donc on pourrait éventuellement y injecter un gaz, donc de l'hydrogène qu'on voudrait y stocker. Donc après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement utiliser comme hydrogène décarboné? Sur quel type de secteur on va pouvoir l'utiliser, et sur quel type de secteur on va devoir leur dire juste c'est pas possible, on n'en aura pas assez? Moi j'aurais une approche assez simple, hein. De toute façon je suis pas quelqu'un de très compliqué, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'hydrogène, on produit de l'hydrogène et il est carboné, cette production d'hydrogène est carbonée. Déjà si on arrive à décarboner ou à baisser le bilan carbone de cette production existante, ça sera déjà une grosse étape. Alors on va me dire oui c'est un peu antagoniste parce que la plus grosse utilisation c'est le raffinage de produits pétroliers, et donc là on est en train de dire qu'il faudrait verdir l'hydrogène pour produire des carburants. Le fait est que l'utilisation des carburants elle va pas disparaître demain, et puis il y a pas que l'Europe, parce que c'est facile, vu la fenêtre de l'européen, imaginez des voitures électriques de partout, même si c'est pas évident parce que ça a un coût quand même. On arrive à se projeter. Aujourd'hui, on regarde dans la rue, on reste 10 minutes dans la rue, on voit forcément une voiture électrique. Donc ça vient. Par contre, il n'y a pas que l'Europe dans le monde. Il y a plein de pays où on aura encore besoin de gasoil très longtemps. Donc l'hydrogène et des raffineries, il y en aura encore pendant un petit bout de temps. Et ensuite, dans la production de carburant, on a vu que il y a un truc qui est évident, c'est que tout le monde va sur le biocarburant. Donc là pour les applications terrestres, mais également pour les applications maritimes. Nous on commence à travailler pas mal avec le domaine maritime, sur les biocarburants. Et puis également le
l'aérien avec le SAF. Et là, on aura besoin également de beaucoup d'hydrogène. Donc, verdir l'hydrogène pour le raffinage, qu'il soit bio ou pas bio, ça reste impératif en fait. Mais juste là avec le SAF d'ailleurs donc le SAF c'est un carburant synthétique pour les avions parce qu'on peut pas utiliser de l'hydrogène pur comme carburant, c'est ça? Bah, on pourrait. Il y a un avion russe qui a volé avec de l'hydrogène liquide. Ensuite, ils l'ont converti au GNL. On peut, mais après, voilà, il faut stocker l'hydrogène à bord. Donc, vous avez un avion qui va être à 70% rempli d'un réservoir d'hydrogène liquide. Donc, commercialement, c'est pas très intéressant. Mais est-ce qu'on en aura assez du coup de cet hydrogène? Enfin, je parle particulièrement en France, voire en Europe, puisque on compte. Enfin, en tout cas, on va se contenter de parler de la France parce qu'on a vu que les autres pays européens ils voulaient en importer massivement, qu'il y avait des limitations, etc. Donc si nous sur notre sol français, concrètement avec nos réacteurs, avec notre mix électrique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que moi l'avion ça me semble quand même super optimiste quand on voit les quantités de kérosène qu'on brûle. Il nous reste donc vous avez dit le raffinage. Est-ce que rien que ça déjà il y en aura assez pour le raffinage? Raffinage, il faut ajouter un autre, c'est les engrais, parce qu'il faut qu'on mange. C'était le deuxième que j'avais fait. Ouais, donc les deux sont importants. Et alors, je vais être honnête, j'ai pas les chiffres en tête. Je me suis pas penché dessus. Il y en a qui le font bien mieux que moi. Par contre, le sentiment que j'ai, c'est que oui, la trajectoire qui est fixée est plutôt très 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 optimiste par rapport à ce qui me semble, à la réalité industrielle, en fait. Alors, oui, il y a les volumes. Aujourd'hui, on produit quasiment pas d'hydrogène à partir d'électrolyse et, on n'est pas super confortable sur la production électrique. Les moyens de production décarbonés, si on parle, parce qu'on parle du nucléaire, parce que bon, on a dit que les renouvelables, il y a l'intermittence qui pose problème, pour de la production qui a besoin d'une certaine constance. Les réacteurs nucléaires, ça s'installe pas en 6 mois, quoi. Donc oui, je suis assez dubitatif et je pense que ça va être un frein forcément au développement de l'hydrogène avant d'avoir un frein technologique sur les applications, ce qu'on veut, que ce soit aéronautique ou autre. Effectivement, on va avoir des limitations en termes de capacité de production. Ensuite, c'est pareil. Production des électrolyseurs. Donc les électrolyseurs font appel à des matériaux, notamment on pense au nickel, qui va être en compétition avec d'autres leviers de la transition énergétique. Je pense aux batteries, notamment avec les chimies NMC. Donc pareil, j'ai pas les chiffres en tête. Il y en a certaines personnes qui connaissent ça bien mieux que moi, et d'ailleurs que tu as interviewé. Je pense à Greg de Temerman par exemple. Oui, c'est un sujet. C'est forcément un sujet. Après, moi, je vais avoir une approche. Je reviens sur mes fondamentaux professionnels. C'est-à-dire, moi, je rencontre ces gens-là, les producteurs d'électrolyseurs. Disons que l'activité que je perçois n'est pas forcément en relation avec la communication qu'on entend à l'extérieur sur la trajectoire qui est à venir, quoi. Okay. Donc au-delà de ça, il va même y avoir une problématique en fait de ressources humaines, c'est-à-dire que toutes ces si on regarde parce que moi c'est les documents sur lesquels je travaille, je regarde un peu tous les plans qui vous listent les besoins, les métiers en tension, donc le nucléaire, les renouvelables, l'hydrogène, tout ça. Il y a plein de rapports qui sont super intéressants là-dessus. Là, par contre, tous sont en compétition. La ressource humaine, elle est nécessaire pour tous les domaines. On n'est pas en train de parler d'un métal particulier. Et là, clairement, c'est une problématique. Et c'est d'ailleurs la première problématique que je vois. Donc, on sait que ce sera tendu. Donc, raffinage, fertilisant / ammoniac. En plus, dans le contexte actuel où on apporte beaucoup d'ammoniac de la Russie, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Moi, je peux juste te citer les usages dont j'ai entendu parler. Par exemple, la production d'acier. On sait que la réduction de fer, elle est très énergivore. Aujourd'hui, c'est très carboné. On pourrait la faire. D'ailleurs, on l'a fait déjà un tout petit peu. On pourrait la faire encore plus avec de l'hydrogène décarboné. Oui, d'ailleurs, il y a un gros projet industriel pas très loin de chez moi, à Fos-sur-Mer. Donc, projet Gravity.
Ok. Et donc, moi j'ai tendance à dire, quand on commence à avoir des usines qui sortent de terre, c'est que là il y a un potentiel réel. Quand on reste au PowerPoint et là je suis prudent. Après donc oui non je vais rester à ma place. C'est pas moi qui vais juger, donc ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Bon là je vois quelque chose du concret quand même qui est en train de se profiler, donc là effectivement il y a quelque chose d'intéressant. Après il y a la mobilité lourde dont on entend parler. Bon, là je serais un peu plus prudent. Pourquoi ? Parce que déjà on voit que j'avais vu des chiffres, je crois que c'est 80% des trajets camions en fait font moins de 500 km. Donc du coup, on est sur des applications qui peuvent correspondre à batterie. Après, il y a le restant effectivement, quoi. Mais est-ce que ça sera des gros volumes, des camions hydrogène partout ? J'aurais tendance à dire non. Il y a pas très longtemps, j'ai assisté à une conférence où il y avait Patrick Pouyanné qui a clairement dit non, il y aura pas d'hydrogène dans les stations Total. Il y aura de l'hydrogène dans le réseau AS24, donc c'est leur réseau professionnel, donc pour les routiers, avec, je crois qu'ils ont un partenariat avec Air Liquide, où il y aura une centaine de stations en Europe, voilà. Mais pas, voilà. Ouais. Donc quand on voit, bon, on peut penser ce qu'on veut de Total Energy et de Patrick Pouyanné. Bon, il y a quand même, enfin, au niveau de l'énergie, il a quand même une vision qu'on peut écouter, quoi. Voilà, qu'on peut regarder avec intérêt. Un truc qui inquiète un peu, c'est que c'est pas un gaz à effet de serre, mais ça pourrait avoir un effet indirect sur le réchauffement planétaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors moi je suis un humble mécanicien, donc je vais pas m'étendre sur la chimie, mais effectivement l'hydrogène en fait dans l'atmosphère ralentirait en fait la dégradation du méthane. Donc sachant que du méthane on n'est pas prêt d'arrêter d'en émettre, c'est-à-dire que dans les dizaines d'années à venir, on va continuer à utiliser le méthane. Certains appellent ça un gaz de transition. C'est discutable, mais en tout cas il y a énormément d'investissements dans le gaz naturel, donc pendant très longtemps on va continuer à en émettre. Et effectivement l'hydrogène va ralentir sa dégradation, donc ça va avoir un effet de serre indirect. On voit de plus en plus d'études comment sortir sur ça. Bon, ça reste à quantifier. Je dirais qu'en termes par rapport aujourd'hui les émissions d'hydrogène elles sont pas énormes, mais effectivement si on projette par rapport à une généralisation de l'utilisation de l'hydrogène, peut-être que ça peut être problématique. Ce point-là, bon, c'est à vue de nez de ma part, je pense qu'il faut faire attention parce que peut-être qu'il y a un effet de loupe par les détracteurs de l'hydrogène en fait, et qui pourraient trouver un point négatif, on va appuyer dessus, donc faire attention aussi à ça. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein, quels que soient les détracteurs en fait, dès qu'on va trouver un petit truc, on va essayer de le grossir, donc faut être prudent vis-à-vis de ça, quoi. Donc à observer. Sinon, il y a un autre risque que je vois un petit peu avec toute cette hype, c'est que si on part du principe que l'hydrogène, on en aura plein plus tard, et qu'on commence à faire des centrales à gaz hydrogène ready, ça veut dire des centrales à gaz après qu'on peut un peu rétrofiter pour l'hydrogène quand on en aura plein. Si on peut faire des chauffe-eau aussi en Angleterre hydrogène ready pour dans un futur potentiel où on remplacera le méthane par de l'hydrogène. Et puis aussi l'avion à hydrogène, ça veut dire que si l'industrie aéronautique commerciale échappe à des contraintes réglementaires par la promesse d'un avion plus vert, en l'occurrence l'avion à hydrogène dans le futur, est-ce que c'est pas un risque tout ça de se mettre dans une dépendance de sentier au cas où ça n'arrive pas, et comme on a vu ça allait être compliqué. Alors déjà, moi, je vais être extrêmement prudent sur l'utilisation de l'hydrogène en aéronautique, juste sur la base en fait de grandeur physique, densité énergétique, volume très faible, égale grosse complexité pour les applications aéronautiques. Donc il y aura certainement des applications sur du transport court, peut-être. Je reste extrêmement dubitatif sur l'utilisation de l'hydrogène en tant que tel, embarqué. De l'hydrogène qui serve à produire des carburants synthétiques liquides qui se stockent facilement, oui, pourquoi pas. L'hydrogène lui-même, je dirais que c'est vraiment le dernier endroit où il doit terminer, c'est dans l'aéronautique.
avis perso. Avis d'une personne qui en septembre va participer à une conférence sur l'hydrogène aéronautique. Donc voilà, mais je vous parle franchement. Hydrogen Ready. Alors attention, le terme est hyper galvaudé parce qu'on a tous connu l'avènement des télévisions HD Ready où en fait, bon bah voilà, vous branchez votre truc, la télé elle est prête pour faire de la HD, c'est génial. Par contre, faire passer une centrale électrique de gaz naturel à l'hydrogène, ça se fait pas avec un bouton ou juste un adaptateur en fait. C'est l'intégralité des chambres de combustion qui doivent être modifiées. C'est les débits, un truc tout bête. Vous passez du méthane à l'hydrogène à pression égale, vous avez 4 fois moins d'énergie à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut 4 fois plus de débit pour avoir la même quantité d'énergie. Bon, bah, des dimensionnements de réseaux de pipe, on peut faire du x4 et que ça aille bien, ça existe pas trop. Pareil pour les compresseurs qui vont transporter le méthane, ça peut pas transporter l'hydrogène avec les mêmes performances. Voilà. Donc le HD Ready, oui, subterfuge pour justifier des investissements, subterfuge de bas niveau. Donc est-ce qu'on va longtemps y croire? Moi, je suis pas convaincu que l'Allemagne injecte un jour de l'hydrogène dans ses futures centrales. Dès lors, pourquoi un tel engouement, selon vous, pour l'hydrogène là ces 4 dernières années? Parce que quand on vous entend parler, c'est beaucoup moins sexy tout de suite le raffinage du pétrole et l'ammoniac que tout ce qu'on peut voir. Pourquoi tout le monde y croit? Et surtout, il y a des gens qui viennent des gens qui sont normalement opposés dans la transition énergétique et là qui supportent tous les deux l'hydrogène. Je pense par exemple aux anti-nucléaires, dont l'hydrogène rend possible finalement le 100% NR, donc la sortie du nucléaire de fait. Mais on parle aussi de gens qui plus réactionnaires, qui aiment pas la voiture électrique. Bah, l'hydrogène, ça permet de pas changer grand-chose finalement à une voiture essence. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de le dire en fait. L'hydrogène, en faisant des raccourcis, en omettant complètement les réalités industrielles, réalités physiques parfois, ça devient magique en fait, c'est super. Et puis mon discours, bah oui, il est pas sexy, mais c'est un discours d'ingénieur, et souvent les discours d'ingénieur, on est un peu rabat-joie en fait, parce qu'on ramène à la réalité du terrain où c'est compliqué, ça coûte cher, voilà. Mais malheureusement, c'est la réalité quoi. La hype autour de l'hydrogène. Alors moi, de la manière dont je l'explique, c'est qu'un jour, il y a un politicien, on est venu chuchoter à l'oreille, regarde c'est super, il y a pas de carbone dedans. Si on se lance là-dedans, on crée une économie, on repart de zéro, donc on peut être les leaders si on est là avant tout le monde. Donc on décide, il y a un politicien qui va dire, hop, j'investis tant. Et puis le paramètre de performance clé qui permet de mesurer la performance du politicien, souvent c'est j'ai mis tant de milliards sur le truc, voilà. Puis après, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça, il s'en moque parce que de toute façon, il sera parti sur autre chose. Et je pense que voilà, donc on a décidé, voilà, l'hydrogène, c'était un levier à la fois pour économique, pour être en tête, parce que on a beaucoup entendu parler de nos politiques de dire on va être les leaders. Voilà, c'est leader qui apparemment est important. Ensuite, donc ça permet de relancer une économie. On entend beaucoup parler de souveraineté aussi. T'as mentionné la Russie. Bon, on connaît tous les problèmes géopolitiques actuels. Donc, hop, un levier de souveraineté. Alors là, vous dites, on va être les leaders économiques et en plus on va être souverain. C'est hyper vendeur pour votre électorat. Voilà. Donc, je pense que ça vient de là. Donc, on met beaucoup d'argent. Et quand il y a beaucoup d'argent, qu'est-ce que font les industriels? Oula, il y a de l'argent récupéré. Et je peux vous dire qu'il y a certains industriels qui y croient moyen, mais ils y vont quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent disponible. Donc je vais pouvoir financer des projets de développement, et quand vous avez des projets de développement, même si vous y croyez moyen, en fait vous allez vous faire financer des postes en fait, et puis là vous allez avoir des gens que vous allez faire travailler, et puis c'est pas de l'argent perdu en fait, parce que c'est des gens qui vont se former, et même si ça débouche pas le projet, on pourra les remettre sur autre chose, et ça aurait été financé en partie par l'argent public. Et là vous avez le politicien qui a balancé de l'argent en subvention, qui regarde par la fenêtre, qui dit oula, mais il y a des gros gens sérieux qui se mettent dedans, donc ça veut dire que ça marche. Et on a une sorte de cercle vicieux, et en plus vous ajoutez à ça que ça permet d'aller rassurer des gens qui ont peur d'une voiture électrique, qui ont peur de pas avoir 1500 bornes d'autonomie avec leur voiture, même si tous les soirs ils rentrent chez eux. Voilà, ça vous permet d'avoir quelques arguments magiques, et puis là vous avez un miracle. Voilà, on entend pas parler partout de miracle hydrogène. Oui, c'est une sorte d'un miracle, c'est une illusion d'optique. Oui, il y a une sorte d'illusion d'optique là-dessus. Ouais. Mais selon toi, je t'ai lu écrire sur Twitter
que tu pensais que cette phase un petit peu d'euphorie prenait fin. Oui, parce que ça, je me fie au contact que j'ai avec mes clients, et aujourd'hui, on est clairement dans une phase. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ? Voilà. Et aujourd'hui, on est passé il y avait des formations qui étaient plus générales. C'est quoi l'hydrogène ? Mais c'est il y a pas si longtemps. Le c'est quoi l'hydrogène ? C'est parti l'année dernière en fait. C'est-à-dire que l'année dernière, les gens se sont dit tiens, on va quand même regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et puis là, maintenant, on est plutôt dans la phase, bon, c'est quoi vraiment les limites et qu'est-ce qu'on peut faire réellement et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Voilà. Donc oui, parce que il y a un exemple. Vous prenez Opium, vous voyez, énorme hype, le Crédit Agricole qui a investi je sais plus combien dedans, qui a acheté je sais plus combien de véhicules. Notre ancien ministre des Transports qui rentre dans la boîte. Alors là, on a l'impression qu'on allait avoir alors que je rappelle, c'est quand même une voiture qui était à 200 000 ou 150 000 euros, 200 000 euros. Bon, c'est complètement hors sol, quoi. Et surtout, vous produisez une voiture hydrogène, faut pouvoir en faire le plein, quoi. Donc, avoir un réseau de distribution, on l'a vu, l'hydrogène, c'est compliqué à distribuer et transporter. Bon, voilà, ça a fait plouf, quoi. Mais donc, oui, on est dans cette, là, on rentre dans le réalisme. Mais là, il y a des vrais projets. Hein. Je veux dire, sous mes fenêtres, j'ai un électrolyseur qui va s'installer. Ils sont en train de démanteler l'unité. Alors c'est un symbole, hein, c'est une unité d'alkylation, donc une unité qui servait à produire des essences, qui est en train d'être démantelée, et ils vont installer un électrolyseur à la place. Donc là c'est réel, et on commence à former des gens sur, voilà, et ça va être sur l'exploitation et tout ça. Donc si je peux conclure un petit peu cet épisode sur une phrase, l'hydrogène c'est le futur, oui, mais c'est pas forcément le futur de ce qu'on croit. Alors l'hydrogène c'est un des leviers de notre futur énergétique. Oui, clairement c'est un des leviers de notre futur énergétique. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont pas encore définis, mais c'est pas le miracle, c'est pas l'énergie de demain. Bon, d'ailleurs, c'est un vecteur énergétique, mais souvent on parle d'énergie, mais on va faire le raccourci. Ce n'est pas l'énergie de demain, c'est pas ça qui va nous faire la transition énergétique. C'est un levier, et j'aurais tendance à penser qu'il est forcément moins puissant que l'image qu'on peut en avoir au travers des médias, parce que vous voyez, d'un seul coup, l'hydrogène blanc est sorti, on a énormément communiqué dessus, et aujourd'hui c'est fini, on n'en parle plus là. On part sur autre chose. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais oui, je maintiens, c'est un levier. Et en plus, c'est un levier connu. C'est-à-dire que l'hydrogène, il y a des gens qui travaillent avec depuis des décennies, donc on sait quoi faire. Et j'ai eu l'impression ces dernières années qu'on a fait un peu semblant de redécouvrir la roue, quoi. Parce qu'en fait, on connaît très bien l'hydrogène. Merci Ludovic Leroy. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, au studio 1212 pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.